Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH, pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu? Bonjour Claire, très bien. Le soleil est avec nous ce matin. C'est vrai? C'est une belle journée Écoute, de janvier. tu seras mon rayon de soleil alors parce que Ouais. chez nous, tu sais que je suis à l'autre bout de la France par rapport à toi. Chez nous, c'est la cata, donc je prends ton soleil. Ouais. En tout cas, je suis super contente de t'avoir. Tu avais déjà fait un petit passage sur le podcast et j'étais un peu frustrée de pas t'avoir eu beaucoup. C'était dans un épisode un peu hors série parce qu'on s'était rencontrés tous les deux lorsque j'étais venue à Global Industrie sur ton territoire à Lyon. Et j'avais eu la chance de visiter ton industrie, mais tu vas nous en parler après. Et on avait plutôt parlé entrepreneuriat. Le thème, c'était faut-il être fou pour entreprendre dans l'industrie en 2025. Et là, on va échanger plutôt autour de tes enjeux RH. Tu sais ce Bien. qui t'attend. Chaque année son Euh, thème. de quoi tu as dit, pardon? Chaque année son thème. Donc 2026, ça Exactement. sera les RH. Eh ben, écoute, on en trouvera un autre en 2027. Innovons, Jean-Yves. Moi, c'est toujours un plaisir de t'avoir. On a une petite habitude ici. On a 3 questions pour commencer. Donc, tu les avais pas l'année dernière en 2025. C'est la première fois que je les recueille. L'idée, c'est de pouvoir apprendre un peu à te découvrir au travers de ces 3 questions. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur, Jean-Yves? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Je crois qu'aujourd'hui, peut-être avec l'âge, ce qui m'anime le plus, c'est le collectif et c'est, oui, d'être ensemble, d'être en équipe. OK, d'être, alors autant en vie professionnelle que personnelle, associatif. Voilà, c'est de bâtir des projets ensemble, c'est de vivre ensemble, c'est de passer des moments ensemble, c'est d'avoir des objectifs ensemble, à plusieurs. Voilà, je crois que, plus les années passent, plus, le collectif et le groupe, le travail, être avec les autres, m'anime de plus j'en ai de plus en plus besoin et voilà, je crois que tout au long de ma vie, moi, de mes journées, je recherche d'être avec des gens et de bâtir ensemble des projets. Voilà, des projets, des constructions. Bon, donc je crois que c'est vraiment aujourd'hui, c'est ce qui m'anime, vraiment. Ce qui me révolte, alors c'est peut-être l'opposé. Ce qui me révolte, c'est l'égoïsme, je crois de plus en plus. Mmh. L'égoïsme de certaines personnes, l'égoïsme des gens, alors est-ce que c'est l'opposé du collectif? Je sais pas. L'individualisme, en fait, c'est ça? S Pardon? L'individualisme, en fait? L'individualisme, voilà, l'égoïsme, l'individualisme, voilà, je crois qu'on a tellement de choses à vivre ensemble, tellement de projets qu'on peut vivre qu'on peut partager, que l'on pour vivre mieux, pour, se rendre une vie meilleure et tout. Qu'on ne peut pas, être égoïste, on ne peut pas penser à soi et voilà donc c'est peut-être ce qui me révolte, l'individualisme, peut-être plus Et que tu trouves que l'égoïsme, ça mais l'individualisme. s'exacerbe?
Excusez-moi. Est-ce que tu trouves que ça s'exacerbe? Euh, Oui, enfin, je sais alors, pas, ces voilà, derniers temps. alors, j'ai un peu l'impression, alors je veux pas en tirer non plus, c'est un ressenti personnel, donc je veux pas en tirer Hmm. aussi non plus une généralité. Peut-être que d'autres personnes n'auront pas les mêmes avis que moi, mais hélas, j'ai un peu l'impression que c'est de plus en plus difficile de pouvoir travailler ou rencontrer des gens dans un collectif, et les gens sont de plus en plus individuels. Euh, bon, je trouve que voilà, c'est de plus en plus. Alors, on rencontre encore des gens, on a encore des belles rencontres, l'associatif marche encore, l'entreprise, on va en parler un peu plus tard sûrement, doit marcher aussi. Mais je trouve que voilà, de plus en plus, les gens vivent autour dans leur appartement, dans leur maison, dans leur village. Il y a de moins en moins de choses à partager. Et ça me révolte parce que je pense il y a plein de problèmes qui pourraient être réglés. Il y a plein de sujets qui peuvent se régler. Et je pense qu'on a aussi pas mal d'impact par des remords, par des journalistes ou des politiques qui un peu cultivent cela. C'est un peu leur terreau. Et Hmm. ça me révolte, Ok. clairement. Et alors, qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui me fait peur, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis un optimiste, donc je n'ai pas grand-chose qui me fait peur, peut-être, sûrement. En même temps, t'es entrepreneur, donc Voilà, donc la il faut peur fait être partie du jeu. optimiste et Ou... tout. Voilà, j'ai pas vraiment de choses qui me fait peur. Peut-être quand même l'échec me fait peur. Hmm. L'échec me fait peur, peut-être. Voilà. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du stress? Des fois, la différence est un peu limite. Peur en elle-même, peut-être pas, mais voilà, l'échec dans une envie, l'échec dans un objectif, l'échec voilà, dans dans tout ce que je peux entreprendre, euh, me fait peur, peut-être, ou me stresse plus. Voilà. Je suis pas une personne qui se cultive des échecs ou entre guillemets, des fois on dit toujours l'échec Hmm. et on apprend. Je suis plutôt une personne qui est dans une dynamique, qui est dans un optimisme et tout. Donc, ce qui me fait peur, c'est peut-être un peu l'échec quand même. Hmm. T'as du mal à tirer des leçons ou à valoriser le côté échec en te disant ah j'ai vécu cet échec mais ça a changé ma vie. Enfin je caricature le Ouais, voilà, ouais. propos Alors mais voilà. Alors voilà, ça, c'est un super échec qui m'a servi. J'ai pas d'échecs qui m'ont servi. J'en ai tiré des leçons, que je fasse des retours d'expérience, beaucoup, je vais éviter de les refaire. énormément. Je vais éviter de faire les mêmes conneries Voilà, voilà. mais Et je m'en ça, je serais pense bien que passé quoi. voilà, je pense que je suis assez critique pour me faire des retours d'expérience dans tout ce que je fais. Par contre, à dire, tiens, je suis content de m'être planté parce que ça m'a servi, non. J'entends, j'entends. Ok, merci en tout cas pour ça. Et alors, tu sais que évidemment on est sur le podcast L'industrie qui fait envie. Donc j'ai envie de te poser la question, comme je la pose à chacun de mes invités. Qu'est-ce que représente pour toi ce terme, cette expression qui est sortie de mon chapeau, hein, l'industrie qui fait envie? Qu'est-ce que toi ça t'évoque? Mais je veux dire, moi, ça me parle parce que l'industrie qui fait envie, moi, je suis arrivé dans l'industrie complètement, j'aurais tendance par hasard et peut-être par erreur, voilà, venant pas du tout d'un milieu familial d'entreprise, d'entrepreneur ou de même d'ouvrier dans l'entreprise. Je suis arrivé parce qu'à un moment donné, bah, faut travailler et que j'avais fait des études et tout de suite, T'avais fait quoi comme étude, pardon? alors, à l'origine, quand j'ai commencé, j'ai fait un BTS, mécanique automatisme. J'ai commencé à travailler, puis après, j'ai refait une école d'ingénieur.
Mais au début, quand j'ai découvert vraiment l'entreprise, c'est à l'issue de mon BTS mécanisme, j'ai commencé à un poste de technicien de maintenance et j'ai beaucoup aimé et je suis tombé amoureux de l'entreprise, par peut-être ce collectif que je disais tout à l'heure, par, cette vie, par ces challenges, par ces projets, par le fait que, l'entreprise offre beaucoup de choses. On vit des situations que chaque journée est différente et à ce moment-là, j'étais technicien de maintenance, j'étais pas entrepreneur, j'étais pas, j'étais technicien de maintenance sur un pôle de machines, très fermé, et j'avais l'impression que tous les jours, c'était une nouvelle histoire, c'était une nouvelle vie et puis il y avait des collègues, il y avait des projets et tout. Et donc une entreprise qui, quand vous dites l'entreprise qui fait envie, oui, moi, elle me fait envie et on en a parlé en 2025, à 60 ans devenir entrepreneur, c'est aussi parce que ça me fait envie. Donc je j'aime beaucoup cette appellation que tu as choisie, parce que j'aurais tendance à dire: «L'entreprise, ne fait peut-être encore pas assez envie». On va peut-être en parler dans les sujets tout à l'heure. Mais ouvrez les portes et vous allez voir, vous allez pas jamais en ressortir, quoi. Mmh. Oui, donc toi, ce que tu exprimes aussi derrière ça, c'est ouais, la puissance du collectif, dans l'industrie. J'entends aussi un peu, la diversité des situations qu'on peut y rencontrer. En tout cas, c'est ce qui t'a animé, tout de suite. Mmh, En même temps, technicien de maintenance, c'est sûr que tu as de quoi être servi niveau, mmh, niveau diversité, des sujets, dans ce métier-là. mmh. OK. Bah, écoute, merci, merci Jean-Yves. Maintenant, bah, tu as carte blanche, pour te présenter, à commencer par, ton nom de famille déjà, nous parler, voilà, de toi, de ce que tu fais aujourd'hui, ta carte blanche. Question la plus difficile de tout l'épisode. Oui, sûrement, peut-être, je dirais, donc moi, donc Jean-Yves Ganard, j'ai 60 ans, j'ai 40 ans de vie industrielle et comme je l'ai dit juste avant, je suis tombé, dans l'industrie à 20 ans et j'en suis tombé, on peut dire amoureux. J'ai travaillé, la moitié de ma carrière, pour, dans la mécanique, pour l'industrie automobile. L'autre moitié de ma carrière, dans des produits grand public autour du papier. C'est important et j'ai travaillé tout au long de ma carrière, j'ai été confronté à des situations d'évolution, importantes, de situations complexes. Donc on a affronté pas mal de situations et de challenges à relever. L'automobile, dans les 40 dernières années, a beaucoup Mmh. évolué. La grande distribution a beaucoup évolué, l'arrivée aussi des grands magasins, des produits grand public, de la concurrence. Donc ça a toujours été une remise en cause, toujours été, jamais, arrivé à une position, de confort, toujours été besoin de remettre en cause et ça m'a nourri, sur le fait que beaucoup de choses sont possibles, beaucoup de choses qui semblent impossibles sont possibles. J'ai eu des faits dans ma carrière qui m'ont marqué, cela et donc j'ai nourri ça pendant 40 ans de vie industrielle. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé technicien de maintenance, mais j'ai beaucoup, fait des différents postes. J'ai commencé technicien de maintenance, j'ai fini président de société en tant que salarié avant de prendre, l'expérience entrepreneuriale. Et donc j'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai vu beaucoup de postes, ce qui est aussi, très enrichissant. En 2023, j'avais envie, du moins depuis quelques années, j'avais envie de prendre l'expérience entrepreneuriale. C'était un peu l'aboutissement peut-être de la carrière, bah, parce qu'aussi l'âge avance et que oui, là, j'ai plus de carrière derrière que devant. Je vais pas refaire, j'imagine pas que j'ai pas 40 ans devant moi
Mais j'avais vraiment ce projet de faire une expérience entrepreneuriale. Donc, j'ai racheté une fonderie en 2023, près de chez moi, en Nord-Isère. On est une quarantaine de personnes. Une fonderie qui va fêter ses 90 ans cette année et qui, pour moi, a sûrement du potentiel. J'ai vu un potentiel dans cette entreprise. Et j'avais vu surtout aussi la possibilité de garder et de redévelopper cette entreprise, cette activité, alors que pendant ces 40 dernières années, on nous a très souvent poussé, que ça soit dans Mmh. l'automobile ou la grande distribution, à aller sourcer à l'étranger. Dans les années 95, c'était dans le Mercantour. Ça revient un peu à la mode là. L'automobile nous poussait d'aller au Brésil, au Mexique, Ouais, bien sûr. voilà. Puis Mmh. après, début des années 2000, fallait aller en Asie. C'était le grande mode de la Chine. Les grands distributeurs français de la grande distribution, les Carrefour, Leclerc, nous poussaient d'aller acheter ou d'aller fabriquer en Indonésie. Mmh. Puis après, on nous a ramené l'Europe de l'Est dans les années 2010-2015. Et puis, peut-être que là, j'ai un peu la faiblesse de croire qu'on a la possibilité de peut-être garder une partie de l'industrie quand même en France, depuis quelques années, qu'on a une volonté. J'espère Ouais, il y a une dynamique, qu'elle est de collective avec une vraie reprise. volonté. C'est Ouais, pas, voilà. j'aime bien Et le «j'espère que». ouais, 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 j'espère. Et voilà. Et que j'ai décidé moi, j'avais envie de participer. On a ce fameux plan France 2030 qui, pour moi, a du sens. C'est pas que des mots, c'est pas qu'un slogan. Euh, J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, aussi minime qu'elle soit, et de se dire aussi que des métiers très en amont, comme la fonderie, comme la Mmh. forge, comme du plastique, on doit les garder aussi en France. Oui, parce que Des c'est fois, ça, en j'aime fait. bien. C'est ce que tu vois, c'est ce que je trouve aussi intéressant sur la fonderie. Déjà, tout le monde pense, enfin, en tout cas, le grand public peut pas s'imaginer ou ne s'imagine pas qu'il y a encore des fonderies en France. Et on est sur des filières amont qui ont été décimées depuis ces 40 dernières années en France, pas pour plein de raisons, mais parce que réputées extrêmement énergivores, parce que réputées polluantes, parce que réputées difficiles, etc. Et donc ça coûte moins cher et finalement on délocalise aussi ces problématiques perçues en tout cas de pollution, on les délocalise à l'autre bout du monde. Hein, on préfère Euh, qu'elle soit pas loin de chez soi, quoi. Et bah puis que ce ouais, soit pas nos enfants ou nous qui travaillons, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est tout le travail, quoi. Donc voilà, donc j'ai repris depuis 2023, novembre 2023, donc ça fait 2 ans, une PME, mais voilà, et j'en suis fier, mais de moi, c'est un T'as projet. bien raison. Donc j'essaie de travailler, de développer et peut-être un peu, ambitieux, mais je dis souvent, j'essaie d'en faire une fonderie du 21e siècle. C'est mon objectif, voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonderie du 21e siècle? On pourrait toujours en discuter. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que, j'essaie vraiment mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le même regard par rapport à la fonderie mais pas qu'un regard parce qu'on change le regard, parce qu'on dit que c'est bien, mais un regard parce que ça a réellement changé. Et je pense que il faut que ça change pour aller et il faut vraiment que ça change et faire évoluer et c'est vraiment mon leitmotiv ou mon Ton ambition cheval de d'aujourd'hui. bataille. Mon axe de bataille, voilà, au quotidien, tous les matins. Ok, super. Merci, merci Jean-Yves. Je fais une parenthèse comme d'habitude sur le podcast pour
tous vous remercier au moment où cet épisode est publié. On attaque le mois de février. Le mois de janvier a connu une progression complètement dingue. Donc merci pour vos retours, pour votre fidélité. Je profite juste de cet épisode pour remercier Alexandra. Alexandra, je sais que tu écoutes absolument tous les épisodes qui sortent. Donc mille merci en tout cas pour ton soutien. Et si vous aussi, vous voulez nous soutenir, il y a 2 petits gestes qui vraiment nous aident beaucoup à faire connaître et découvrir le podcast. C'est évidemment vous abonner pour ne rien manquer et surtout nous mettre un avis 5 étoiles. Ça prend vraiment 1 minute 30 au-dessus de la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et voilà, ça motive les algorithmes à faire découvrir l'industrie qui fait envie. Ça vous coûte pas grand-chose, mais ça aide beaucoup en tout cas la croissance du podcast. Jean-Yves, après cet instant promo, je reviens donc à toi. Alors, toi et moi, je l'ai dit un peu en tout début de l'épisode, on a déjà eu l'occasion d'échanger, on s'est rencontrés, voilà, tu m'as accueilli sur ton site, sur la fonderie Charles Lauzier, puisque je ne crois pas qu'on l'ait encore nommée, donc je la nomme maintenant. Forcément, moi j'étais bluffée. Alors moi, j'adore les fonderies, donc voilà, j'étais trop contente et clairement dans mon élément, mais ça, je crois que tu l'as vu et que tu le sais déjà. Euh, et tu vois, au mois de décembre, là, 2025, en fait, j'ai animé une table ronde par le biais de Start Industrie et à l'école des mines, pardon. Et en fait, en face de moi, j'avais que des dirigeants de start-up industrielles. Des investisseurs également et des étudiants de l'école des mines. Et la question qui est revenue des dirigeants, c'est bah oui, ok, nous on est des startups industrielles, mais c'est pas pour autant que on a un produit ultra sexy, ultra grand public, avec des procédés de fabrication qui sont les plus qui ont le plus de paillettes possible, quoi. Donc, on a du mal à trouver des leviers pour attirer, en tout cas avec ces contraintes-là. Je sais pas comment tu vas le prendre, mais à ce moment-là, j'ai pensé à toi. Pourquoi ? Bah parce que même si moi et toi, je pense, si tous les deux, en tout cas, on adore les fonderies, c'est pas forcément le cas du commun des mortels. On peut avoir une image complètement biaisée, en tout cas, de ce qu'est une fonderie, de ce que peut devenir aussi une fonderie, comme tu le soulevais tout à l'heure. Et pour autant, je le sais parce qu'on en a discuté plusieurs fois, toi, tu as fait plein de choses depuis 2023 que tu as repris la fonderie Charles Lauzier en faveur de l'attractivité de la marque employeur de ton entreprise, en faveur aussi de l'attractivité de cette filière amont et de la filière de la fonderie. Donc c'est vraiment, tu vois, des sujets que j'avais envie de creuser avec toi. On va aussi parler de transmission. Parce que forcément, c'est des métiers aussi spécifiques sur lesquels les compétences se font rares. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Est-ce que cette intro te va ? Tu le prends pas trop mal ? Ça va ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça montre le travail qui reste à faire. Et Voilà. pourquoi on se lève le matin? Ben voilà. Mais c'est Bien. pour ça que t'es là. C'est pour ça que t'es là parce que je sais vraiment que tu fais plein de belles choses. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, déjà, tu nous as expliqué, c'est une reprise c'est une reprise d'entreprise. Charles Lauzier avait déjà 90 ans, c'est ça, hein, d'activité. Quand t'as repris, euh, quels signaux faibles, un peu côté RH, ont pu t'alerter ou quel constat en fait tu as pu faire côté RH en reprenant l'entreprise? Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris? Voilà. J'ai pas vu de signaux faibles et je voudrais surtout pas qu'on le prenne, qu'on va essayer d'employer plus des mots positifs que des mots négatifs. Heu, Même si j'aime peut-être ce qui m'a surpris le plus au niveau RH quand j'ai repris, j'ai eu l'impression et je me pour l'avoir,
dit quelque temps après à des amis ou des personnes, j'avais l'impression de revenir 30 ans en arrière, avant la négociation, avant le passage aux 35 heures. Moi, d'un point de vue RH, ma première grande négociation en tant que direction, ça a été le passage aux 35 heures. Mais En attends, je comprends pas. 97-98, dans la société où Ouais, j'étais. ah oui, d'accord. OK. Dans les voilà. Et je crois que je m'en rappellerai toujours. Et là, je suis revenu dans une société où, les gens travaillent 39 heures par semaine. Ils ont 5 semaines de congés payés par an, dont 4 semaines de fermeture d'entreprise. Il y a pas de RTT, Mmh. il y a pas de télétravail et donc heu, tous les jours, tout le monde est là. Du lundi matin au vendredi midi, tout le monde est là. On ne se pose pas des questions sur, est-ce qu'il y en a qui sont RTT? Est-ce qu'il y en a qui sont en télétravail pour organiser des réunions pour organiser des réunions, pour faire des groupes de travail et tout. Tout le monde est là, tout le monde est sur le pont et il y a un vrai collectif et je me suis dit, par rapport à mes expériences sur les 15-20 dernières années où d'un point de vue RH, il fallait toujours jongler entre les vacances scolaires. On disait: «Attends, pendant les vacances scolaires, on peut pas lancer un groupe de travail parce qu'il y en a toujours qui sont en vacances», à la période du mois d'avril, que tout le monde prenait pour solder ses congés. Fin d'année, c'était tous les RTT et tout. Je dis pas que c'est bien ou pas bien et je veux pas du tout faire la guerre entre Ouais, les 2 tu fais un choses. Mais constat. Ouais, ouais, voilà, bien mais sûr. c'est un constat pur. Je me suis dit, voilà, même à un tel point c'est que, quand je suis arrivé, il y avait c'était la réforme la réforme, l'évolution de la convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 et je suis arrivé au mois de novembre. Rien n'avait été préparé, donc j'ai En commencé même temps, c'est et j'ai eu sympa le comme réflexe chantier quand tu arrives. voilà, c'est pas grave et j'ai eu le réflexe de penser RTT, mais je me suis dit: «Mais attendez, les gens ici, il y a pas de RTT. Ils savent pas, donc est-ce qu'on va pas les perturber? Est-ce que les gens savent ce que c'est? Est-ce qu'on va pas mettre des» pour les cadres, j'ai pensé tout de suite en me disant: «Tiens, on pourrait mettre des RTT, des contrats» et après je me suis dit: «Non, c'est pas un équilibre». Je connaissais pas assez l'entreprise pour me dire son fonctionnement, son équilibre, l'équilibre entre les gens et des choses comme ça. Donc peut-être ce qui m'a le plus, frappé, ou qui m'a le plus interpellé, c'est ça, c'est de se dire: «Il y a encore des entreprises en France». Alors c'est vrai que je venais de sociétés, pas de grands groupes, mais des sociétés quand même plutôt de taille plus importante, grosses PME ou ETI, qui avaient fait une évolution, par rapport aux organisations de travail. Et il y a encore des entreprises en France, des PME, où les gens, entre guillemets, ça travaille, on se dit pas, voilà, on est là du lundi au vendredi et puis, ça travaille. Un petit peu comme on peut rencontrer peut-être des artisans, comme on peut peut-être rencontrer un milieu, plus agricole et tout et donc c'est ça qui m'a le plus, interpellé ou changé un petit peu quand je suis arrivé et que Ouais, j'ai fait parce que c'était attention. pas dans les J'ai fait cultures de attention. boîte, en tout cas, que C'est voilà. toi, tu as eu Pas dans avant. les 20 dernières années, quoi. Ouais, mais du coup, justement, est-ce que tu crois pas que ça peut s'expliquer en partie hein, par, mine de rien, quand tu es dans une PME, tu connais ton patron, tu le vois. Euh, Tu vois, il y a quand même ce truc de t'as un combat collectif en fait. Du fait de cette notion de proximité que tu peux perdre dans des plus grosses structures. Moi, je vais pas les nommer, mais j'ai bossé dans des très grands groupes où évidemment le sentiment d'appartenance, tu vois, il est. En fait, tu sais pas vraiment pour qui tu bosses concrètement, ou alors dans des boîtes qui n'appartenaient à personne. Mais là, je peux pas trop en dire parce que sinon tout le monde va savoir de qui je parle. Et tu vois, mais du coup, il y a pas le même en train d'être aux côtés d'un dirigeant ou en tout cas qui porte une vision, tu vois. Alors peut-être j'idéalise, mais tout moi c'est mon côté un peu idéaliste, mais Je sais pas. Je me suis posé la question, pour être franc, je sais pas.
Dans mes 20 dernières années de position de direction générale ou de président de société, alors certes, j'étais pas l'actionnaire, certes, alors est-ce que c'est la différence? Je sais pas. Il m'a semblé d'être proche, on prenait des circuits courts de décision, le management, ça, et néanmoins, il y avait une culture d'entreprise où ça a évolué. Alors, c'est des sociétés qui étaient passées par des positions peut-être un peu plus différentes, mais je sais pas. Ce qui est sûr, moi, ce qui est sûr, non. Ce que je pense, c'est que effectivement, c'est une culture d'entreprise et que ça y contribue. Ce que tu expliques, le fait de savoir que on est l'entreprise où le dirigeant, il est là, il est présent, le propriétaire est là, parce que je veux dire, entre le dirigeant et puis l'actionnaire, il y a quand même encore une différence. Voilà, le dirigeant ou l'actionnaire, il est là, il est au milieu des gens, on travaille en collectif et tout. Ça doit sûrement y contribuer. Euh, mais j'ai surtout fait attention dans les premières semaines et tout, à pas casser ça. Parce que je Mmh. pense que ça peut vite le casser. On peut vite amener. Il y avait un équilibre, il y avait une logique pour les gens, pour les personnes, pour les employés. Voilà. Et puis, une certaine solidarité entre eux. Et c'est un de mes soucis quand j'embauche des gens, quand je recrute des gens. Alors, je sais qu'il Ah! faudra ça va évoluer. Je sais que, obligatoirement, il y a des choses qui vont rentrer en compte, et il faudra les faire évoluer, c'est la vie. Et quand je disais tout à l'heure une fonderie du 21e siècle, c'est le 21e siècle, peut-être ça. C'est aussi une gestion du changement, mais c'est une gestion du changement qui doit se faire, j'allais dire en douceur et pas brutalement, Ouais. parce que l'entreprise n'est pas prête à ça, parce que les marchés sont pas prêts à ça aussi. Nos marchés vivent avec des entreprises qui sont organisées comme nous. Charlesier n'est pas une exception dans cette organisation-là. Je rencontre d'autres fonderies de notre taille dans nos marchés. On est tous organisés, tout le monde fait 39 heures, on ne se parle pas, il n'y a personne qui fait de télétravail, il n'y a personne qui a des RTT ou très peu. Voilà. Parce que, oui, et aujourd'hui, le marché est habitué à ça. Nos Mmh. clients sont habitués à ça. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, faire une rupture, se dire, tiens, voilà, on va, entre guillemets, économiquement, mettre les prix parce que les gens, ils vont prendre des RTT, parce qu'ils vont travailler que 35 heures, parce que le service et tout. Donc, ça fait partie d'une gestion de changement qu'il va falloir faire, qu'il va falloir faire en douceur, qu'il va falloir progressivement. Et qui est pas simple et qu'il faut arriver à accompagner. Peut-être que c'est un des gros sujets et en discutant, ça me rappelle une chose qu'on avait échangé ensemble. Peut-être que la plus grosse transformation que j'ai d'entreprise, c'est une transformation sociéto-économique, j'allais dire sociétale économique, c'est-à-dire qu'il faut arriver à la faire, l'année 21e siècle, dans son organisation. Mmh. Mais il faut que l'économique, par contre, il faut qu'elle continue de vivre. Aujourd'hui, nos entreprises n'ont pas été construites économiquement pour accompagner cette évolution-là. Ouais, bah, de toute façon, effectivement, il faut transformer nos modèles, organisationnels, mais toujours avec cette notion de market fit et heu, l'équation, elle est pas simple et tu Non. vois, j'ai envie de rebondir sur enfin, en fait, ce que tu viens de dire m'évoque plein, une multitude de choses. Déjà, ça me rappelle aussi à quel point, en fait, je trouve qu'il peut y avoir une dissonance dans ce que tu dis entre les tendances marché qui sont sur un temps très court, alors que le temps de l'industrie est un temps très long. Mmh. Tu vois, et c'est quelque chose dont beaucoup de dirigeants me parlent en fait. Voilà, nous, on existe depuis des décennies, on est toujours là, on avance progressivement, on s'adapte au marché, mais par contre, on fait pas de changement
brutaux, comme tu dis, de rupture. De toute façon, en termes de changement, effectivement, hein, soit tu fais du gros changement étalé sur 2 ans, de la grosse transfo, tu vois, sur du projet, je sais pas, Charles Lausier 2027. Comme on le voit dans beaucoup de grosses boîtes. Et là, t'es plus sur de la rupture, soit t'avances, tu vois, petit pas par petit pas, enfin en escalier, Mmh. plutôt qu'en courbe droite, quoi. Et je trouve que ça rappelle aussi, tu vois, ce côté qui est quand même très industriel, d'accepter que, voilà, le temps est long pour que ce soit durable. Et moi, je trouve que c'est l'un des plus grands enseignements que je tire du monde industriel. Voilà, c'est juste mon point de vue. Je pense que tout le monde s'en Non, fiche, et mais c'est une vérité et ça, c'est l'avantage quand même, des entreprises et sûrement dans les peut-être que les PME y contribuent, c'est qu'on est en tant que dirigeant, en tant qu'actionnaire, on est sur du temps long, on n'est pas sur des on n'a pas de compte à rendre, même si on a tous les jours à rendre à plein de monde, mais je veux dire, entre guillemets, on est on a des objectifs à 4-5 ans, ça, on n'a pas des objectifs à 1 an, comme ça peut être dans des grands groupes ou dans d'autres sociétés, même des petites sociétés. J'aime pas faire cette guerre entre les grands groupes ou les petites sociétés. Ça dépend tout de ce qu'on peut-être des secteurs. Mais, et donc ça donne une certaine stabilité, ça donne une certaine vision et il faut avancer par petits pas et par petits, comme les Américains disent, des baby steps. ouais. Donc il faut, voilà, et donc faut Ouais, avancer mais tu vois, avec ce pas. le problème de ça aussi, du temps long versus le marché très dans l'instantané, bah, c'est les notions d'investissement, en fait. Parce que, Parfait, voilà. On est en plein dedans. Et là, bah, c'est ça. juste, par rapport à ce que tu expliquais, ben, nous, on a un projet Charles Lausier 2026, on est dedans là, qui est dans une première phase de changement d'industrialisation, qui pourra permettre après des évolutions peut-être société au niveau de RH et tout, Bah mais on ouais. peut pas faire les choses dans l'autre sens. Ouais, puis Il faut là, faire ces j'imagine, investissements. si tu as des Voilà. invests matériels, tout de suite, on parle très vite en centaines de milliers, voire millions d'euros, qui vont mettre X années à être, enfin, pour Construit, aller chercher du comptabilisé. ROI. Mmh, Et ce qui est logique, on est mmh, dans un système d'économie d'échelle dans l'industrie, mmh. pas de forcément de production tout de suite héroïste. Et ça, c'est compliqué côté financeur. En fait, ils ont perdu l'habitude que cela fonctionne comme ça, en fait. Tu vois? Bah, oui, oui, tout à fait, voilà, je partage. Bon, et donc impact direct, effectivement aussi côté RH puisque les 2 sont liés. Bon, je me suis un peu écartée de mon sujet, mais tu me connais, je savais qu'avec toi, j'allais, comme d'habitude de toute façon, m'écarter de mes sujets, cœur. Alors, question aussi importante, je trouve dans le cadre d'une reprise. Est-ce que toi, tu as rencontré au début des sortes de résistances, en tout cas côté RH, ou ce que tu nous expliquais, tu vois, sur plutôt, je me suis positionnée en observateur. Tu vois, t'as eu l'humilité aussi, je trouve, de te dire, bah, oh là, je connais pas suffisamment la boîte et possiblement ce petit changement peut avoir des répercussions importantes, donc je ne le fais pas ou pas tout de suite en tout cas. Est-ce que tu penses que ça a limité tes résistances? Ou voilà, et est-ce que tu as eu des incompréhensions avec tes équipes quand tu es arrivé? Oui, oui, c'est obligatoirement, ils étaient sur une tendance, un peu, dormante depuis plusieurs années et il y a un gars qui arrive et qui a des idées qui leur parlent, voilà, qui leur parlent de croissance, qui leur parlent de nouvelles technologies, qui leur parlent de qualité, qui leur parlent de RSE, qui leur parlent de satisfaire ses collaborateurs, de satisfaire ses banques, de satisfaire ses clients et que bon, ouais et donc obligatoirement, on les perturbe, obligatoirement, on se fait poser des questions. Je suis pas sûr d'avoir été compris, mais ça,
C'est pas le souci. Moi, j'ai fait longtemps que j'ai compris que d'un point de vue, management, on peut pas demander aux personnes de se mettre à notre place et de nous comprendre. Par contre, je demande toujours à mes responsables, mes directeurs de se mettre à la de des fois de se mettre dans les chaussures de leurs, collaborateurs. Autant, alors c'est autant de côté, je pense que c'est pas possible, autant bah, on peut pas leur demander, mais c'est nous, on doit se mettre quand même de se forcer à être un peu dans leurs chaussures et par le fait que, moi, j'ai expliqué ma vision d'entreprise très rapidement, au bout de 2 mois. J'avais fait une réunion, je l'ai fait avec l'encadrement, ma vision et ma vision, c'est moi qui l'ai définie. Pour moi, c'est OK. moi qui donne la vision et avec l'encadrement, on a fait la stratégie. On a dit comment on va y aller dans les 3-4 ans Ouais. à venir. Tu donnes le cap et ensuite vous avez Voilà, je bossé donne le ensemble cap, la ensemble, on déclinaison, valide, plan voilà, d'action, comment on y va, plan quoi. d'action, voilà, grossier à 3-4 ans et puis je l'ai communiqué. Je l'ai communiqué et je vais être, mec, moi, pareil, quand je me mets dans ma position d'auditeur, j'ai pas je l'ai communiqué pas pour que les gens disent: «Amen, c'est super, on va demain matin, on va faire». Mais pour que qu'on puisse dire aux gens: «Attendez, vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on vous demande là, ça va contribuer à ce qu'on s'est dit là, à cette petite ligne pour donner du sens ou pour donner, ben, ça voilà, ça va contribuer à améliorer la qualité. Cette action qu'on est en train de mettre en place ce matin, ça va contribuer à chercher du business peut-être dans tel secteur d'activité qu'on a ciblé». Mmh. Pour pouvoir donner et pour pouvoir j'aime beaucoup rapprocher toutes les idées qu'on mène au quotidien, et puis pour les raccrocher des fois aux gens pour leur donner un peu l'explication que c'est pas une idée du matin. On dit toujours: «Tiens, est-ce que c'est le patron qui a eu cette Ouais, tu idée-là en les se rasant le raccroches à matin?» ta stratégie, À ma stratégie et donc pour revenir à ça, donc de ma stratégie, j'en ai fait et après derrière on descend des actions, un plan ouais. d'action, d'un plan d'action des petites, missions, Ouais, voilà projet, et plan c'est d'action, on dé tâches, voilà et on redescend ouais. et tous les jours et ces gens-là, je leur demande pas de simplement de se dire de la vision au plan d'action, de me définir les actions. Les actions, c'est à nous à faire la gestion du changement. C'est à nous à la faire, c'est à nous à la conduire, c'est à nous à la driver. On peut pas demander après il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui suivent moins, il y a des gens qui font de la résistance. On sait très bien ça, on sait ja donc par contre, tous les jours, on démultiplie cette vision, ce changement par des petites actions au quotidien et eux, ce qui les intéresse, c'est les petites actions quotidiennes qui va Mmh, changer leur vie tous les jours. Tiens, je fais ça aujourd'hui, bien sûr. demain je le fais autrement. Est-ce que je veux dire, et voilà, on va pas leur demander de penser, d'intellectualiser leur modification d'aujourd'hui parce que ça va permettre de faire ceci, cela. Non, ça leur donne quoi pour demain de différent? Voilà, ça leur donne quoi comme changement demain? Ouais, mais tu es Pourquoi on toujours le sur la fait? notion de Voilà, baby step en même temps, voilà. enfin. Donc c'est vraiment dans ces choses-là et donc quand on démultiplie comme ça, j'aurais tendance à dire, alors OK, ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'engagement, ça nécessite beaucoup de communication et de partage, d'être au milieu des gens. Ça veut dire que c'est pas, j'ai fait ma présentation, maintenant les gars, dans 3 mois ou dans un mois, je relève On les fait le point? compteurs. Je relève les Ouais. compteurs je relève les compteurs et si vous n'avez pas avancé, c'est que vous êtes pas bon, c'est que je change, c'est que vous n'avez pas compris. Pourtant j'avais été vachement clair dans mes slides, les objectifs, ils étaient clairs et tout, donc je comprends pas pourquoi vous les avez pas atteints. Voilà, donc mais ça nécessite de dire: «Attends, ça, c'est juste pour leur donner une feuille de route, j'en fais pas plus, ça dure une demi heure, de présentation. C'est juste ça va être des points d'ancrage pour au Mmh. quotidien, quand on fait des choses sur le terrain qui, eux, là, les concernent parce que leur changer leur poste de travail, ils avaient l'habitude de travailler comme ça, on leur fait travailler comme ça, mais ça les change ça». Bah, bien sûr, ouais, Voilà complètement. et ça mais de se dire, que c'est le gars, il me fait j'allais dire un mot, il m'embête parce que moi, j'avais l'habitude, moi, quand j'ai là, je voyais la fenêtre et je regardais, j'étais super, où j'avais mon collègue là-bas, que je m'entends bien, que je voyais si là, il me tourne, là, je vois un collègue que j'aime moins et qui m'embête et il fait exprès pour m'embêter vers ça. Mais non, ça permet de pourquoi, comment. Donc ça permet d'expliquer un peu les gestions du changement, voilà et par ce biais-là, on trouve moins de résistance si, les gens, ils y trouvent leur compte.
si ça fait l'amélioration, voilà. Ouais, Et c'est tu mets des jalons déjà et tu mets un peu des garde-fous aussi au travers cette vision, la déclinaison projet, etc. Dire voilà, on le fait dans cette dynamique-là qui a un sens pour l'organisation. Bon, après, toi, t'es piqué d'automobile, donc on voit bien que c'est... ouais, ouais, je suis piqué d'automobile. Comme je dis, l'automobile, il faut y avoir travaillé pour prendre. Il faut surtout en sortir pour pouvoir l'appliquer ailleurs avec les bonnes méthodes et en enlevant tout ce qui est C'est marrant, tout le un monde me dit ça, hein. perturbateur ou un Ouais. peu, voilà. Ouais, Non, mais mais n'empêche que tu as jusqu'ici, des méthodes. Enfin, tu vois, oui, tu sors avec des méthodes après que tu es en capacité d'adapter un contexte qui n'est pas celui de l'auto. Et c'est intéressant, en fait. Trop bien. faut revenir à des choses, pour les éviter, il faut revenir à des choses qui ne sont pas trop discutables. Moi, j'aime bien dans la gestion de changement. Il y a personne, j'en parlais encore avec mon responsable de fonderie, il y a peut-être la semaine passée, je crois. Moi, j'ai commencé technicien de maintenance et en plus, j'ai un peu commencé, j'ai même été opérateur pendant 6 mois parce qu'on démarrait une usine et c'est en tant que technicien de maintenance, c'est nous qui avons fait les premières productions pour bien connaître. Qu'est-ce qui satisfait mieux une personne, même un opérateur de production? C'est quand la journée, il a fait le maximum de production. On est tellement content quand on devait faire, heu qu'on a bien bossé, que ça a bien tourné, qu'on n'a pas été embêté, que ça a bien avancé, que la pièce était bonne et tout. On est hyper content, qu'on a battu des records de production, on est super content. Quand la journée, on a été embêté, que la machine était arrêtée, qu'on s'est croisé les doigts parce que la maintenance pendant que la maintenance réparait, parce qu'on avait des problèmes qualité, là-bas, les gens, ils passent une mauvaise journée. Et si on leur parle de qualité produit, personne ne veut faire des produits mauvais. Personne veut avoir des problèmes. Mmh. Donc, si personne veut que le client, il soit pas content. Donc, si on ramène un peu à cela, personne veut mettre en danger sa vie ou sa sécurité, même si des fois, il faut les forcer à changer. Donc, il faut ramener à des choses concrètes qui leur parlent sur le terrain et des choses qui ne sont pas trop discutables. Voilà. Bah, en fait, c'est de la com, finalement. C'est pas tant de parler du résultat pour l'entreprise, mais du bénéfice réel, hein, sans Ouais. mentir et sans mettre des paillettes, hein, c'est pas ce que je dis. Mais parler du bénéfice, en fait, pour l'opérateur, le Mmh. collaborateur, voilà, au sens large. On va déployer ça, et toi, ça va t'être utile pour ça. Oui, c'est de la com, C'est... c'est de la présence. C'est Ouais. être sûr qu'on n'est pas en train de leur amener est-ce qu'on est en train de leur régler leurs vrais problèmes? Est-ce Mmh. qu'avant de vouloir faire un changement qui est nécessaire à l'entreprise, est-ce qu'on a une Est-ce que ça écoute lui parce que sert? la Ouais. personne, elle a un gros problème, que tous les jours, elle a un caillou dans la chaussure, que chaque fois qu'elle met, elle a mal. Et là, nous, on lui demande qu'on va l'améliorer, mais elle se dit: «Mais attends, si tu m'enlevais déjà la chaussure, le caillou que j'ai dans ma chaussure, Bah peut-être oui. que je pourrais avancer et t'aider à avancer». Donc avant que tu me parles, que je fasse ce que tu me demandes, essaie de m'écouter et de regarder ce que j'ai comme problème Bah, bien sûr. et d'enlever déjà, ce qui me tale tous les matins quand je marche ou tous les jours là et qui m'empêche de bien avancer. Et là après, waouh, je vais avoir la paix, on va y aller et là je serai à 100 disponible pour faire le changement que tu veux faire, quoi. Et ça, Ouais, c'est de la présence, je quoi. trouve que tu as tellement raison de soulever ce caillou dans la godasse. Et en plus, si tu commences par apporter les changements qui viennent uniquement de la direction de ta strate, enfin de ta vision de ta strate, de tes projets, de tes plans d'action, sans prendre en compte les cailloux dans la godasse, tu vas plus les écouter, et in fine, la progression, tu vois, et les changements seront pas bien menés parce que tu vas mettre que les cailloux dans la godasse sous le tapis, tu vois, tes cailloux ils vont finir sous le tapis, alors que c'est la somme des traitements de ces petits cailloux qui va faire que tu progresses. Mais Euh, je voudrais revenir sur une réflexion que tu as faite tout à l'heure, si Dis-moi. je me permets. Je sais pas si elle était Heu, bonne, hein, tu sais, faut pas toujours m'écouter, hein. ouais. Non, 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 où tu disais que tu as fait une conférence ou une table ronde à l'école des mines et où il y avait parce que ce qu'on est en train de discuter, c'est pas propre à des entreprises pas sexy ou sexy. Moi, je penche pour moi, c'est du management de base. Voilà. Alors c'est peut-être bien vrai, mais où tu disais il y avait des start-upers ou des startups avec des produits, voilà, ils disaient: comment on peut attirer des gens quand on a des produits qui sont pas sexy?» Heu
je pense que le problème, on n'attire pas des et c'est peut-être le problème, alors j'allais dire, c'est peut-être le problème en France, ou peut-être ailleurs aussi, mais on va parler de ce qu'on connaît, la France, c'est qu'on met trop le produit en avant dans les entreprises et pas assez les hommes. Mais merci. Et voilà moi j'ai dans mon métier, j'ai fait plusieurs produits différents. J'ai sûrement pas fait, j'ai commencé, j'ai fait des vis, des boulons. Là, je fais de la fonderie. Je dis toujours: «J'aurais mis des petits pois en boîte, j'aurais amené mes petits pois». Mais parce que c'est un collectif, parce que c'est leur Mmh. résultat, parce qu'il y a et peut-être que la première chose, qu'il faut, c'est de se dire: «Mais attendez, en dehors de» c'est les gens, ils ne viennent pas que pour le produit qu'on fait. Ils viennent pour un projet, pour un collectif, pour, des challenges, pour, de Oh, l'autonomie, pour des pour du conditions contrôle, aussi, comme tu pour une vision, disais. pour, s'inscrire. Voilà et c'est ça qu'il faut, je crois que, comment pour revenir un peu comment on attire des gens dans l'entreprise peut-être moins sexy, mais c'est on leur moi, je leur présente un projet. Je leur présente, où c'est qu'on veut aller et tout moi, dans mon expérience que j'ai, chaque chaque poste que j'ai eu et j'ai pas eu que des postes de direction, ce qui me motivait, c'était de me dire: «Demain», alors demain, après-demain, dans un, Ouais, bien sûr. d'une échelle de temps courte quand même, c'est pas dans 5 ans. J'ai jamais eu de plan à 5 ans, mais dans un on est en train de faire pour que ça s'améliore, pour que ça évolue, pour qu'il y ait quelque chose qui change et Ouais. ça me motivait. En dehors même purement que du produit que l'on veut faire, quoi. Et donc, sûrement peut-être que les deep tech ou les sociétés ça, faut pas trop qu'ils soient que po focalisés à vendre que leurs produits et peut-être qu'aujourd'hui, on parle trop aussi donner du sens aux choses, les gens qui vont travailler sur des produits, qui vont donner du sens. OK, il y a plus sûrement des produits, mais il y a aussi une vie collective, donner du sens aussi à son travail, à sa collectivité. Comment on travaille avec ses collègues? Comment on travaille en équipe? Comment on partage des idées? Comment on écoute les gens? Comment tous ensemble on avance? Comment cette entreprise fait un collectif? Et c'est sûrement ça aussi, moi, c'est ça que j'aime. Alors c'est sûrement ça que je pousse et que je joue, mais c'est aussi comme ça qu'on attire, des gens. Je suis d'accord, mais tu vois, de ce que j'ai compris aussi, mais peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a un peu un différent syndrome qui se joue derrière cette question. Déjà, c'est pour moi beaucoup d'humilité parce qu'il y en a qui disent bah oui, mais tu vois, typiquement, je sais plus les exemples, j'ai dormi Mmh. depuis, hein, je peux pas te dire les exemples Non, de non, produits que mais oui. j'avais, mais Mmh. j'avais un dirigeant qui avait un produit vraiment, c'est le dirigeant de Home, Clément Houllier. Je peux le citer puisqu'il co-animait avec moi. Il fait un produit absolument dingue qui est en fait une sorte de... Je vais très mal le pitcher, Clément, si tu écoutes, je suis désolée. Allez voir le site. Mais en fait, ils font une sorte de machine à laver à la vapeur qui en 20 secondes va laver n'importe quel verre, tasse, etc. Et tu la mets à côté de tes machines à café et en fait, ça évite la consommation évidemment de consommables, Mmh. verres, gobelets, Mmh, etc. Donc on est d'accord que là, on est sur un produit qui hyper sexy dans le sens des valeurs, développement durable, etc. Et il jouait aussi, ce qui est tout à fait logique, il a clairement raison de le faire, sur ce côté-là pour attirer. Quand effectivement, j'avais aussi d'autres dirigeants, tu vois, qui avaient plus des entreprises d'usinage, etc. Ils disaient, bah, nous, personne connaît nos produits, on ne sait Oui. pas ce qu'on fait. Et mais tu vois, du coup, je trouve qu'il y avait une forme de très grande humilité de se dire, oh, moi, je suis pas c'est pas aussi bien que ce que fait lui, déjà. Je voudrais faire mieux en termes. Là, le sujet c'était la partie transition écologique. Je voudrais faire mieux. Je progresse, mais aujourd'hui je suis pas nickel. Et aussi, tu vois, là en l'occurrence, je pense à un dirigeant en particulier qui est dans un écosystème où autour de lui il y a plein de donneurs d'ordre, genre aéro, etc. Et où il se dit ben non mais moi je suis tout petit, j'ai rien à apporter, tu vois, je suis Ouais. pas à la hauteur côté candidat. J'essaie de te faire Moi une réponse, mais je l'ai un peu mmh. pris comme ça, tu vois. Mmh. Moi, je ne
pense pas que le produit est suffisant pour motiver, pour attirer les gens. Je suis d'accord. Mais alors, Et bah, qu'est-ce et que tu fais? si peut-être que je mettrais peut-être même du 50-50, même, j'aurais tendance à dire plus parce que je me dis tous les matins, on sort pas et tous les matins, on est comme en ambiance d'entreprise, on a ses collègues, on a son Je chef, suis on a ses d'accord. méthodes de travail et ça, on le vit tous les jours. Le produit qu'on sort, on le sort que de temps en temps, on est content, d'accord, mais c'est quand même tous les matins qui nous fait se lever et si on n'est pas dans une bonne ambiance et tout, si on n'a pas les bonnes conditions, conditions dans le sens, partage, respect, challenge, c'est aussi quand je dis partage, c'est pas le monde des bisounours, hein. Moi, on est aussi, je voudrais faire attention parce que des fois, on entend des messages, des choses comme ça, On est une quand ça famille. quand ça va pas, voilà, quand ça va pas, on se le dit, quoi et puis on peut s'engueuler, quoi, aussi, parce que quand voilà, ce qui est normal, moi je aussi mais après quand on a décidé quelque chose ensemble, on y va ensemble. C'est voilà, et c'est comme une équipe, de sport, quoi. À un moment donné, on a le droit de s'engueuler dans le vestiaire. Par contre, quand on est sur le terrain, on a décidé de jouer d'une façon, on joue de la même tous façon, quoi. On s'engueule pas au milieu du terrain, quoi. Donc et voilà, donc c'est bon, c'est moi je suis, moi, bah, voilà, moi je suis, j'attache beaucoup d'importance à cette culture d'entreprise et cette communication à l'intégration des personnes, le partage, l'autonomie, la responsabilité et je pense que c'est là-dessus qu'on peut attirer des gens et qu'on peut attirer des gens. L'année passée, j'ai recherché un responsable bureau d'études et un Ouais. technicien de maintenance. On m'a juste peut-être un retour d'expérience. Alors, je ne veux pas faire du cocorico ou mais et Ici, on mon a le droit, responsable hein, tu peux technique y et aller, hein. mon technicien de maintenance nous annoncent au mois de juillet qu'ils partent en fin d'année. Moi, en fin d'année un peu décalée. Bon, je commence à parler, on me dit: «Ouais, bonne chance pour trouver un technicien de maintenance», et je On est sais, mal. bonne chance, voilà et puis un responsable technique en fonderie, bonne chance aussi, quoi et on a eu, en responsable technique, on a rencontré 6-7 personnes super candidats qu'on a rencontrés, c'est-à-dire qu'on a des CV. On a rencontré 6-7 personnes super. 1er décembre, on avait un responsable technique qui était là, voilà. En technicien de maintenance, on s'est même payé le luxe d'avoir un mois de recouvrement avec nos techniciens de maintenance qui partaient. D'accord et on a eu, alors peut-être qu'on a eu un coup de bol, peut-être, je sais pas, mais je crois pas que ça, mais voilà, on a un technicien de maintenance qui est arrivé le 1er décembre. Le technicien de maintenance partait le 31 décembre. Il y en a eu même un mois de recouvrement, des choses comme ça. Et ils sont venus en fonderie. Les gens, ils sont venus en fonderie, voilà et ça les a pas rechignés. Le responsable technique, il est venu de Paris. Il a déménagé de Paris pour venir en Orisère. C'est Pour, ouf. être dans une société de 40 personnes, qui fait de la fonderie, aluminium, qui est soi-disant voilà Ouais, et mais voilà. tu vois, après, c'est pas un hasard non plus. Tu as déployé plein de choses. Enfin, dans les exemples que tu m'avais donnés, tu me disais que tu travailles beaucoup. La preuve, moi, je suis venue chez toi, chez Charles Lozier. Tu ouvres beaucoup l'entreprise. Tu es très proche aussi de ton tissu territorial. Tu vois, pour moi, c'est aussi une somme d'actions. Tu communiques aussi quand même pas. Je fais pas attention et l'algorithme est capricieux, donc je vois pas forcément toutes tes publications. Mais mine de rien, tu communiques sur LinkedIn aussi via la page Charles Lozier. Tu vois, à votre échelle, pour une boîte de 40 personnes, vous faites quand même et tu portes beaucoup de choses, tu vois. Ouais, sûrement, oui, 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 je veux pas oui, il y a pas de miracle. Moi, je veux dire, il y a pas de miracle. Je crois et j'ouvre beaucoup mes portes. On a plein de visites, que ce soit des concurrents, des collègues, voilà, je pense que Ouais, c'est mon des rôle, c'est des institutionnels, institutions, ouais. voilà, voilà, on ouvre beaucoup nos portes, Tu fais je les suis journées usines ouvertes avec les arts et métiers, tu as vu, ils recommencent, ils refont cette année. Ouais, là, on a fait avec, l'UMM, on a fait une journée. Là, on est en train au mois de mars, il y a la CCI, Norisère qui font aussi des tournées qui viennent. Bon, voilà, mais qu'on a été sollicités, alors on essaie de pas trop en faire non plus, moi, il faut qu'on bosse aussi, c'est le but, c'est pas de faire mais on n'est pas non plus, on ouvre tout ce qui peut avoir un
C'est ce que je disais peut-être au début, c'est que moi, mon projet, c'est vraiment France 2030, la réindustrialisation et ça revient on peut pas rester tout seul dans son entreprise pour si on veut réindustrialiser ou garder réindustrialiser, c'est un peu compliqué, mais garder de l'industrie en France. Moi, ça, j'y crois pas un instant, quoi. J'y crois pas, surtout à notre petite taille. Je sais pas, j'ai parlé des grands groupes, ils vont alors même eux, au niveau mondial, ils font de la consolidation, ils communiquent beaucoup, hein, des grands équipementiers automobiles, les grands équipementiers électroniques, ils se connaissent, ils communiquent, ils échangent. On voit même très souvent qu'il se passe des sociétés ou des filiales, des choses comme ça. Nous, à notre petit niveau, on doit travailler ensemble. Tout seul, on va pas y arriver. Tout seul, c'est pas la guerre. Alors avec les institutions, avec les universités, les écoles, avec les syndicats professionnels, avec les politiques locales et nationales. Moi, je crois qu'il n'y a pas de. Il faut avoir une idée un peu claire de ce que l'on veut, pas se disperser, pas être parce qu'on pourrait vite se disperser, mais de se dire tout ce qui peut contribuer à être plus fort, à rendre plus des services, à créer plus de valeur ajoutée dans notre travail, dans notre raison d'être, nous aidera sûrement à garder de l'industrie en France. Et c'est ça pour moi France 2030. C'est chouette ce que tu viens de dire. Moi, forcément, tu te doutes que je, je partage et notamment cette question de maillage, d'écosystème. Et on a peut-être été par le passé aussi effectivement trop siloté, tu vois, dans la chaîne de valeur globale de notre industrie française. Et je trouve que voilà, il y a une belle dynamique aussi. Et même si de façon individuelle, les PME par définition sont petites, le tissu national global des PME, lui, il est énorme et il compte terriblement dans notre économie. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et c'est aussi en se serrant les coudes, en bossant ensemble et en créant ce tissu-là que ça va servir. Donc je trouve ça, enfin voilà, je trouve que ton témoignage il est Ouais, chouette. je suis optimiste parce que moi, je suis optimiste dans ce sens-là. Moi, je trouve que depuis 2 ans, il y a une nouvelle peut-être génération. Alors, c'est bien, c'est toujours quand il y a des changements, qu'il y a des choses qui bougent. C'est normal, hein. Et moi, celui qui me prendra ma succession fera encore bouger les choses, j'espère. Donc voilà, parce qu'au bout d'un moment. Mais je rencontre beaucoup de gens qui reprennent des sociétés, comme dans mon cas, et qui ont envie, qui sont ouverts à plein de choses, qui sont ouverts à la discussion, Mm. qui sont pas fermés. Ils reprennent pas une boîte et ils se disent, attends, qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui se passe à gauche, ils regardent un petit peu. C'est pas, c'est pas ça, quoi. Ils sont, Non. au contraire, je trouve que les nouveaux dirigeants, alors dans les PME, dans ce que je connais, sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on a peut-être pu à un moment donné se dire. Mais qui se dire, attendez, lui c'est mon concurrent, faut que je ferme mes portes. Mais ça a été très français. Moi, j'ai travaillé dans l'automobile et je peux le dire quand même parce que c'est une réalité, même si ça va plaisir. En étant sous-traitant pour l'automobile, quand on travaillait pour Renault, PSA voulait pas venir travailler chez nous. Ouais. Et quand on travaillait chez PSA, oui, quand on travaillait pour les deux, ils regardaient celui qui avait le plus carnet de commandes, le plus gros carnet de commandes. Ils voulaient surtout pas être leader pour voilà, pour ceci, cela. Vous allez en Allemagne, en Italie, c'est pas du tout la question. Mm. C'est pas, moi je parle de Ouais. ce que je connais, mais c'est pas du tout la question. On était, même les grands donneurs d'ordre nous ont cultivés dans ce sens-là. Nous ont Mm. cultivés dans ce sens-là, quoi. Je veux dire, Ouais. et voilà, ils préféraient aller acheter à l'étranger, en Allemagne ou en Italie, plutôt qu'en France, parce que leurs concurrents, soi-disant français, étaient déjà dans cette société-là. En Allemagne, vous connaissiez pas ça, hein. On connaissait pas ça dans l'automobile, hein. Il y avait une solidarité entre eux. Ouais, bah, de toute Voilà. façon, on a ruiné des filières, hein. Mmh. Bon, il est pas trop tard, heureusement. Enfin, il est pas trop tard. En tout cas, on se remonte les manches collectivement. Euh, Écoute, j'avais autre chose à te dire, mais sinon, on va encore exploser le timing. On est déjà à près d'une heure d'échange. Et je pense qu'il va être temps qu'on se quitte, Jean-Yves.
Mais bon, on va pas vraiment se quitter, toi et moi. Mais en tout cas, qu'on termine cet échange. Merci. Par contre, là où je te dis moins merci, c'est que ça va encore me donner envie dans les années à venir de reprendre une boîte industrielle. Il faut que j'arrête d'échanger avec des entrepreneurs. Il faut assouvir ses envies. Oui, écoute, je vais dire ça à mon mari. Voilà, je m'en fiche, je suis libre, il écoute jamais mes épisodes, donc ou alors je lui tendrai adroitement juste celui-là. Va écouter Jean-Yves, tu vas voir, tu vas me suivre dans mon idée folle. Mais voilà, c'est juste ce que je peux te dire. Tu as encore replanté cette petite graine que j'ai là depuis quelques années, donc on verra. Et merci pour tout ce que tu as partagé, en tout cas. Et puis, au plaisir. Après, tu as peut-être un dernier mot à dire. Je te laisse un dernier mot si tu le souhaites. J'espère avoir un peu répondu au sujet, même si c'était un peu vaste. Et puis, n'hésitez pas, au plaisir d'échanger, au plaisir de partager et même d'échanger. Voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent aussi partager des expériences ou m'appeler, moi je suis complètement ouvert. Voilà, j'ai un peu ce dernier projet professionnel qui est de me dire à mon petit niveau, comme le petit colibri, on va dire, apporter ma pierre à l'édifice dans la reconstruction de France 2030 de l'industrie. Et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'anime, et tout ce que je peux faire dans ce sens-là j'essaierai de le faire et me satisfait énormément, me motive énormément. Écoute, ce que je te propose, c'est de mettre en description de cet épisode ton lien vers ta page LinkedIn. Comme ça, vous pourrez contacter Jean-Yves par ce biais-là. Et je vous assure que vous aurez en tout cas des échanges très sympas et plein de choses à apprendre. Merci Jean-Yves. Merci Claire. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.